3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous révéler les noms des deux gagnants du concours avec Basket Le Mag en fin de vidéo, c'est le deuxième opus des Awards que je vous propose. On va voir où ça en est après 2 tiers de la saison. Vous vous rappelez, j'avais déjà décerné mes trophées après le premier tiers. Ah oui, ça avait vachement fait débat d'ailleurs. Normal, chacun fonctionne avec ses critères personnels. Alors forcément, parfois, ça fait des classements différents. M'en voulez pas si je cite pas le nom d'un des gars dont vous êtes fan. S'il méritait, ça a forcément été un crève-cœur de ne pas le mettre. Parce qu'encore une fois, je peux vous promettre que j'en ai étudié des joueurs pour cet épisode. J'ai pas fait mes choix à la va-vite. Et bien souvent, je suis obligé d'admettre que c'est les résultats collectifs qui m'ont permis de trancher. Je sais que tout le monde fonctionne pas comme ça, je le vois dans les commentaires. Il y en a certains qui donnent plus de valeur au stade pur. Pourquoi pas? Mais pour moi, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, être l'option 2 ou 3 d'une équipe qui gagne, c'est beaucoup plus difficile que d'être l'option 1 d'une équipe qui perd. Think about it. Après, dans mes trophées, j'ai pas forcément repris les awards que décerne la NBA. Il y a des trucs que je trouvais intéressants de rajouter, comme la perf la plus clutch, le plus gros flop, la meilleure surprise, ou encore le meilleur français. Tu sais ça, t'as des abonnés belges ou suisses, ils s'en foutent du meilleur français. Du coup, pour la prochaine, on pourrait peut-être élargir aux meilleurs joueurs francophones. Vous en pensez quoi? Le classement pourrait être bien différent si on y intégrait des gars comme Embiid, Vucevic ou Capella. Vous me direz en commentaire si c'est une meilleure idée. En tout cas, vu que je ne voulais pas faire non plus une émission interminable avec plus d'une dizaine de trophées, j'ai décidé de mettre de côté le MIP, le meilleur défenseur et le coach de l'année. Mais pareil, il faudra voir si ça vous intéresse que je parle d'eux, n'hésitez pas à m'en faire part. Ok, je crois qu'ils ont compris. Mais pour tes awards là, me dis pas que t'as gardé tes jeux de mots tout pourris. Eh si, désolé, j'assume mes trophées, mes choix, mes jeux de mots pourris et mes bides. On commence par le trophée J'ai rarement vu ça de la performance la plus clutch aux 2 tiers de la saison. Ça a été très difficile de n'en choisir que 3. Et là je fais quand même un petit big up au 11-0 mis par Luka Doncic dans le 4ème quart-temps face aux Rockets pour s'imposer en décembre dernier. Mais j'ai décidé de valoriser d'encore plus grosses perfs. Pour la première, je parle de Paul George. 5 décembre, Barclays Center. OKC compte 18 points de retard au début du 4ème quart. C'est là que l'histoire s'enclenche. Paul George met 25 de ses 47 points dans cette période et se donne même le plaisir d'inscrire le game winner à la fin pour s'imposer 114-112. Wow, énorme, il a été adroit en plus. Ouais, 15 sur 27, c'est pas mal du tout. Et puis à côté, il prend 15 rebonds et délivre 4 passes, c'est clutchissime. Ensuite, Blake Griffin, le 23 octobre dernier, face aux Sixers à domicile. D'abord, il met un shoot à mi-distance pour décrocher la prolongation, et il termine la rencontre à 50 points. Et le reste aussi, c'est propre. 20 sur 35 au tir, 5 sur 10 à 3 points, 14 rebonds, 6 passes, y a rien acheté. Le gars est bien en course pour remporter le trophée de la performance la plus clutch de l'année. Et t'as mis qui en 3 pour rivaliser avec ces deux-là? À ton avis, Mr. James Harden. Et je prends son match du 3 janvier à l'Oracle Arena face aux Warriors. Ah bah oui, t'y étais en plus. Ouais, j'avais fait une petite vidéo inside, je mettrai le lien en notif là-haut. Et ce jour-là, il a rendu tout le monde taré. Pourtant, à la mi-temps, Golden State menait tranquillement 70-53. Mais au retour de la pause, le barbu décide de prendre les choses en main. En mode inarrêtable. Un coup, il rentre un step back indéfendable, un coup, il trouve Clint Capella en pick and roll. À 50 secondes de la fin, il ramène les Rockets à égalité sur un panier à 3 points. Prolongation. Là, les deux équipes ne se lâchent plus et la salle exulte lorsque Curry met un shoot à mi-distance pour permettre de donner 2 points d'avance aux Warriors. Il reste 23 secondes. Harden a la balle, dribble, prend un 3 points sur la tête de Kevin Durant. Swish. La salle s'éteint et Harden mène les siens à une très grosse victoire sur le parquet des doubles champions en titre. C'est pas rien. Paul George, Blake Griffin, James Harden, le trophée J'ai rarement vu ça de la performance la plus clutch après 2 tiers de la saison est décerné à... James Harden. Très dur de trancher, même s'il met moins de points que les autres et est moins adroit, il finit quand même le match en triple-double. Allez, t'es pas objectif, c'est parce que t'y étais. Il y a peut-être de ça inconsciemment, mais j'ai essayé de le mettre de côté. Mais le fait que ça ait eu lieu à l'extérieur, face aux Warriors en plus, m'a finalement permis de me positionner. Oh yeah. On enchaîne direct avec le trophée Joker du meilleur 6ème homme aux 2 tiers de la saison. Si après le premier tiers j'avais décidé de nominer 2 Clippers avec Lou Williams et Montrezl Harrell, j'ai cette fois-ci décidé de les écarter. Ouais, les Clippers ont un peu levé le pied depuis le début de la saison. C'est ça, mais franchement ça a été difficile, ils sont vraiment pas loin. En tout cas, le premier que je cite pour ce trophée Joker est Spencer Dinwiddie. Lorsqu'il sort du banc, les Nets affichent un bilan de 26 victoires pour 19 défaites. Il joue le rôle d'étincelle à merveille au scoring et délivre quand même 5 passes décisives par match. Il est actuellement le 2e meilleur scoreur de sa team et a montré plusieurs fois
qu'il était capable de porter ses coronets en fin de match. Les Pistons ou les Rockets s'en rappellent encore. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en plus Brooklyn est pléophable. Yep, et en étant privé de Caris LeVert pendant quasiment tout le début de saison. C'est lourd. Mais maintenant, je vais dans l'Indiana pour parler de Domantas Sabonis. Bon, j'avoue, ses stats sont un peu en baisse depuis la blessure d'Oladipo, mais je ne tiens pas à citer que des scoreurs. Sabonis, c'est quand même une présence en défense, des doubles-doubles réguliers, et un bilan de 34 victoires pour 17 défaites lorsqu'il sort du banc des Pacers. Plus personne ne comptait sur Indiana au moment de la blessure d'Oladipo. Alors même si Sabonis n'est pas le joueur le plus flashy, il est pour moi l'un des plus efficaces de la ligue en sortie de banc. Ça semble être en tout cas le plus complet. Et ton troisième? Dennis Schroeder. J'en parlais il y a peu de temps en répondant à une question du chapeau. Schroeder, c'est 28 victoires pour 16 défaites avec OKC lorsqu'il sort du banc. Et malgré de bonnes stats, c'est surtout son poids sur le jeu qui est notable. Billy Donovan le met souvent dans le 5 qui termine les rencontres. Il attaque, il défend. Quand son plus-minus est positif, le Thunder gagne quasiment à chaque fois. Quand il est négatif, le Thunder perd. Il suffit de les voir jouer pour voir à quel point l'Allemand met à chaque fois énormément d'énergie sur le terrain. Effectivement, tout peut pas se lire dans les stats. En tout cas, on se retrouve avec Spencer Dinwiddie, Domantas Sabonis, Dennis Schroeder. Le trophée Joker du meilleur 6e homme aux 2/3 de la saison est décerné à... Dennis Schroeder. Alors clairement, c'est pas lui qui a les stats les plus ronflantes, mais il a un vrai rôle dans une équipe très intéressante cette année. C'est pas pour rien qu'OKC est dans le top 3 de la conférence Ouest. Pour moi, il est le meilleur facteur X qu'a connu le Thunder depuis James Harden. Voilà pourquoi je le récompense après ses 2 premiers tiers. I think was a big thing for me, you know. Alors place maintenant au trophée Jean Bomber du meilleur français après 2/3 de saison. J'y pense maintenant, j'en parlais tout à l'heure, là je vous demandais votre avis pour élargir au meilleur francophone. Mais on peut aussi élargir au meilleur joueur européen, ou encore au meilleur joueur hors USA. Vraiment dites-moi en commentaire ce qui vous semblerait le plus intéressant. Mais on peut aussi laisser comme ça. Et là, toujours pas de place pour Nicolas Batum qui cette année semble un peu plus effacé que les autres années. Pas trop d'hésitation possible donc pour les 3 Français, c'est pour ça que je m'imaginais peut-être varié. Et le premier, c'est Evan Fournier. Le Magic réalise une saison très correcte. Et lorsque le Français joue, il présente un bilan de 27 victoires pour 32 défaites. Plus la saison avance et plus Evan retrouve son shoot. Toujours efficace en attaque, il a également réalisé quelques actions clutch depuis le début de la saison. Ensuite vient Rudy Gobert. Utah en est à 32 victoires pour 25 défaites lorsqu'il est là. Il tourne à un gros double-double et pose toujours ses 2 ou 3 contres par match. Pas mal ça, surtout que le Jazz a bien relevé la tête. Ouais, grâce au retour en forme de Mitchell, mais aussi grâce à Rudy. Je trouve qu'il a encore progressé en défense et Utah se montre réellement dominant à nouveau de ce côté-là du terrain. Bref, et pour finir, Tony Parker. Lorsqu'il joue, Charlotte affiche un bilan de 26 victoires pour 20 défaites. Quand il n'est pas là, ils en sont à 1-10. Alors dans les stats, c'est moins bien que les autres, c'est sûr. Et quand on voit à quel point Charlotte a du mal à s'imposer sans lui, on ne peut qu'admettre que son rôle est très important dans le dispositif de Borrego. Tu m'étonnes, c'est pas n'importe quel vétéran, Tipeee. Quoi qu'il arrive, c'est l'heure de choisir. Evan Fournier, Rudy Gobert, Tony Parker, le trophée Jean Bomber du meilleur français aux 2/3 de la saison est décerné à... Rudy Gobert. Et ouais, ça a pas été trop difficile comme choix. La Stifel Tower est encore en course pour le titre de meilleur défenseur de la saison, et Utah affiche de plus en plus sa place d'incontournable en playoff. J'avoue par contre que si on change de formule pour ce trophée, la concurrence ne sera clairement pas la même. Du coup, on passe directement au trophée John Duff du meilleur rookie aux 2/3 de la saison. Alors on commence par DeAndre Ayton, le numéro 1 de la dernière draft. Lorsqu'il joue, les Suns affichent un bilan de 11 victoires pour 42 défaites. Ouah, c'est faible! Bah disons que l'équipe est décevante, oui. Même si elle est jeune et que Kokoskov souffre de l'absence d'un vrai meneur de jeu, je me serais imaginé que le duo Booker-Ayton gagnerait plus de matchs que ça. Mais bon, même si le pivot est une vraie porte ouverte en défense, il est quand même le seul rookie qui s'affiche en double-double. Et ça a une certaine valeur, mine de rien. On enchaîne avec le phénomène slovène, Luka Doncic. Dallas affiche un bilan correct de 25 victoires pour 30 défaites lorsqu'il est là. Et actuellement, il ne bénéficie pas forcément d'un bien meilleur supporting cast que DeAndre Ayton. Il pèse sur le jeu des Texans dans tous les secteurs. Il prend ses responsabilités quand il y en a besoin, et il a toute la confiance de Rick Carlisle. Ouais, même si on l'attendait plus que les Américains, il fait des débuts très impressionnants. C'est ça, je l'imaginais fort, mais pas à ce point si jeune. Et mon troisième nominé, c'est Trae Young. Atlanta est loin d'être aussi ridicule que prévu cette année, et lorsque Trae Young joue, il présente un bilan de 19 victoires pour 39 défaites. Bon, c'est pas énorme, c'est sûr, mais je les voyais vraiment plus bas, les Hawks. Avec le meneur de jeu, mais aussi avec John Collins, ils ont plusieurs fois embêté de grosses équipes. En tout cas, Young, il a une distance de shoot très rare. Et même s'il a encore quelques détails à améliorer, il a beaucoup de talent. Et avec presque 8 passes décisives par match aussi, il a de grosses qualités de playmaker. J'aime bien le fait que ce soit pas qu'un scoreur. S'il progresse, son futur est radieux. J'entends beaucoup dire qu'il y a du Stephen Curry dans son jeu. Il y a un peu de ça, ouais. En tout cas, il y a la distance de shoot et le côté culotté. Bref, pour ce trophée, on a DeAndre Ayton, Luka Doncic et Trae Young. Le trophée John Duff du meilleur débutant aux 2/3 de la saison est décerné à... Luka Doncic. Franchement, y a pas photo. À seulement 19 ans, il est déjà l'un des joueurs les plus décisifs de toute la ligue. Je détaille ça dans une vidéo récente où j'essaye d'expliquer quelle peut être sa trajectoire dans les années à venir. Ce sera en notif aussi. Je suis pas devin, mais il y a quand même des éléments très positifs pour la suite.
La suite avec le trophée à l'improviste de la plus grosse surprise aux 2/3 de la saison. Et je le dis tout de suite, désolé, pas de D'Angelo Russell malgré sa sélection All-Star. C'est pas que je minimise ce qu'il fait, mais honnêtement, cette année, je l'imaginais vraiment à haut niveau à Brooklyn. Je parlais de lui d'ailleurs dans une de mes vidéos d'avant-saison où j'expliquais quels étaient mes favoris pour le trophée de MIP. Ouais, ça prouve que tu l'attendais un peu, pas trop une surprise donc. C'est l'impression que j'ai. C'est pour ça que ce trophée est assez personnel finalement. C'est aussi un choix par exemple de ne pas mettre de sophomore parmi les 3 nominés. Un mec, quand il est dans sa 2e saison, s'attend forcément à ce qu'il progresse. Donc c'est pas non plus de grosse surprise de les voir exploser. Donc voilà les 3 joueurs que je n'attendais vraiment pas à ce niveau. D'abord, on a Buddy Hield, avec De'Aaron Fox qui est sophomore, lui il compose un backcourt de feu chez les Kings. Et ils sont bien décidés à rien lâcher dans la course au playoff. Quand Hield est là, c'est-à-dire tout le temps, Sacramento affiche un bilan de 30 victoires pour 27 défaites. Moi perso, je les imaginais pas du tout avec un bilan positif à ce moment-là de la saison. Mais c'est aussi parce que j'imaginais pas du tout que Buddy Hield pouvait se transformer en un tel sniper. C'est vrai que son adresse à 3 points est excellente. Vient ensuite Derrick Rose. En fin octobre, il a mis 50 points et un contre très clutch face au Jazz pour s'imposer, il a ému tout le monde. Et même si le temps passe depuis et que le meneur n'a toujours pas réalisé à nouveau une telle perf, c'est un truc qui va rester longtemps dans les mémoires. Mais ce serait vraiment dommage de le limiter qu'à ça. Regardez ses stats. Minnesota a du mal à gagner cette saison, mais lui, il remplit son rôle de 6e homme à merveille. Franchement, il y a encore un an après l'expérience ratée au Cavs, vous l'imaginiez, vous, faire une saison à plus de 18 points par match? Vous l'imaginiez scorer plus que Andrew Wiggins? Moi non. Et moi non plus. Enfin, pour le 3e nominé, on va du côté de Toronto pour choper le nom de Pascal Siakam. Les Raptors présentent le 2e meilleur bilan de la ligue. Forcément, le meilleur scoreur, c'est Kawhi Leonard, le go-to guy. Mais qui c'est qui vient derrière lui? Kyle Lowry? Non, non. Serge Ibaka? Non, non. Et pas même Marc Gasol qui vient d'arriver. C'est bien Pascal Siakam. Tout ça avec une excellente adresse au tir, en prenant 7 rebonds, mais surtout en réalisant des actions décisives. Rappelez-vous de son game winner face aux Suns en janvier. Ah, là j'aime bien, il y a du suspense et 3 gros candidats. Ouais, Buddy Hield, Derrick Rose, Pascal Siakam, le trophée à l'improviste de la plus grosse surprise aux 2/3 de la saison est décerné à... Pascal Siakam. Ouais, je viens d'en parler. Franchement, je m'attendais à ce que les Raptors soient bons cette saison, mais pas à ce que Pascal Siakam en soit l'une des principales raisons. Il défend toujours très bien, a progressé en attaque, a pris confiance en lui, il court en transition. Il est un maillon essentiel du jeu de Nick Nurse. Donc pour moi, il méritait logiquement d'être récompensé pour ce trophée. On passe maintenant au trophée Omer Dallor de la plus grosse déception aux 2/3 de la saison. Là encore, c'est pas très simple de définir des critères, mais j'ai réussi à extraire 3 noms. On commence par Carmelo Anthony. Lorsqu'il était là, Houston a affiché un bilan de 4 victoires pour 6 défaites. Il tournait pas trop mal si on regardait que les stats basiques, mais il présentait le pire plus-minus de son équipe. Au bout de 10 matchs, il est mis à l'écart par les Rockets et est transféré à Chicago avant d'être coupé. J'avais fait une vidéo aussi après cette histoire en essayant d'expliquer les raisons de pourquoi ça flop Carmelo Anthony. Ce sera là aussi. Aujourd'hui, il est toujours à la recherche d'une équipe. Et si certains affirmaient que les Lakers étaient intéressés, ils n'ont pour l'instant rien fait. Et honnêtement, il semble pas y avoir grand monde qui se bouscule au portillon pour Carmelo Anthony. C'est quand même ouf d'imaginer que le 19e meilleur scoreur all-time n'arrive pas à trouver du boulot. Ensuite vient Reggie Jackson. Malgré un effectif qui présente quelques trous, notamment sur les postes extérieurs depuis la deadline, les Pistons restent dans la course pour les playoffs. Mais au vu du niveau qu'affiche Blake Griffin, au vu de son association avec Drummond, vous les imaginiez pas plus haut? Pourquoi ça fonctionne pas? Bah à mon avis, c'est parce que Reggie Jackson, c'est pas du tout un vrai meneur. C'est pas non plus vraiment un titulaire. Le mec prend des shoots suspects, est maladroit et est un vrai poison pour le flow de l'équipe en attaque. Blake Griffin joue poste 4 et c'est lui le créateur numéro 1 aux Pistons. Et Reggie Jackson, il est à côté là, sans rôle vraiment défini. Quand on voit que l'an prochain il touchera encore 20 millions de dollars, on se dit que Detroit s'est mis une vraie épine dans le pied en faisant confiance à ce gars-là en tant que meneur titulaire. Je parlais de Drummond tout à l'heure, mais quand même c'est surtout Blake Griffin qu'il faut remercier pour ce classement correct. Le gars fait tout chez les Pistons, et surtout tous les soirs, ce qui est pas le cas de tout le monde. Enfin, je parle d'Andrew Wiggins. Alors oui, je sais, c'est sévère au vu de l'instabilité qu'ont connu les Wolves depuis le début de la saison. Mais rappelez-vous, quand Wiggins est entré à la fac, on voyait en lui un futur Hall of Famer. 5 ans après sa draft, et malgré une association avec Karl Anthony Towns, Minnesota ne gagne toujours pas. Pire encore, Wiggins semble régresser. Il a une adresse catastrophique et n'arrive pas à prendre l'option numéro 1 offensive sur les ailes depuis le départ de Jimmy Butler. Sa saison prometteuse à 23,6 points par rencontre il y a 2 ans semble désormais bien loin. Ce serait quand même triste qu'il ait atteint son plafond à 21 ans, parce que là, à 23 ans, c'est bien moins bien. Certains mettent ça sur le dos d'un manque d'agressivité. C'est sûr, il y a un peu de ça. Mais je pense qu'il faut voir encore plus loin que ça au vu des limites qu'il montre dans son jeu et dans ses choix cette saison. Pour ce trophée pas très glorieux, on a donc Carmelo Anthony, Reggie Jackson, Andrew Wiggins. Le trophée Omer Dallor de la plus grosse déception aux 2/3 de la saison est décerné à... Reggie Jackson. Bon, j'avoue, Melo méritait clairement, mais ça commence à dater cette histoire. Mais on va pas trop l'accabler. Il a déjà remporté le trophée Omer Dallor après un tiers de la saison. J'ai donc choisi Reggie Jackson, qui pour moi est le vrai maillon faible du collectif de Dwayne Casey. Impossible à vérifier, bien sûr, mais remplace-le par un vrai meneur de jeu organisateur, style Rubio par exemple, et je suis assez persuadé que les Pistons pourraient faire vraiment bonne figure à l'Est. Il y a clairement mieux à faire autour d'un Blake Griffin vraisemblablement dans son prime actuellement.
Yo, no, this a big ass kid. Et pour finir, la récompense que tout le monde attend, le trophée Ivan du rêve du meilleur joueur aux 2/3 de la saison. C'est un peu la course au MVP, et là pour moi il y en a 3 qui se démarquent clairement. Je nomine tout d'abord Giannis Antetokounmpo. Avec lui, Milwaukee présente le meilleur bilan de la ligue avec 41 victoires pour 12 défaites. Et le Greek Freak là-dedans, il est partout. Offensivement, en pénétration ou en transition, personne ne peut l'arrêter. Et en défense, avec ses grands bras, il peut gêner tout le monde. Regarde ses stats, même si le gars met moins d'un panier à 3 points par match, il shoot à quasi 60% et score quand même 27 pions par rencontre. Ok, il est donc de loin le meilleur joueur de la meilleure équipe actuelle. Ouais, franchement ça pèse. Je parle maintenant de Paul George. Rien que de se dire que le gars a débarqué dans l'équipe de Russell Westbrook et a réussi à devenir l'option 1 en attaque, c'est ouf. En sa présence, OKC présente un excellent bilan de 36 victoires pour 20 défaites. L'adresse abominable de Russ West passe même presque inaperçue tant Paul George est omniprésent en attaque comme en défense. C'est vrai que Westbrook c'est le roi du triple-double, mais au niveau des tirs c'est la cata cette saison. PG est clutch et est un vrai leader pour l'équipe sur le parquet. Sa blessure à la jambe c'est de l'histoire ancienne et le gars affiche probablement le meilleur niveau de sa carrière. Enfin, j'évoque forcément James Harden. Le gars a dû faire avec de nombreuses blessures parmi ses coéquipiers, il a continué à porter les Rockets sur ses épaules de façon admirable. Cette année, il enchaîne les performances historiques. Le gars a quand même fait un triple-double en scorant plus de 50 points. Là, il est sur une série de 31 matchs avec au moins 30 points inscrits. Seul Will Chamberlain a fait mieux. Honnêtement, c'est légendaire. Dommage que Houston soit 5ème à l'ouest et que le barbu perde autant de ballons. Mais avec autant d'absence dans son équipe et un tel usage, peut-on vraiment lui jeter la pierre? Il est quand même allé jusqu'à perdre 11 ballons en un match une fois. Ouais, c'est abusé, mais au moins on peut pas lui reprocher de pas avoir pris ses responsabilités. Parfois t'as l'impression que toutes les possessions il garde la balle 20 secondes. Alors forcément ça fait plus d'occasions pour perdre des ballons. En tout cas, on a Giannis Antetokounmpo, Paul George, James Harden. Le trophée Ivan du rêve du meilleur joueur aux 2/3 de la saison est décerné à Giannis Antetokounmpo. Encore. La concurrence est très rude et c'est pas simple de faire un choix. Et au final, Harden a probablement un bilan trop bas pour l'instant et Paul George bénéficie d'un bien meilleur supporting cast que Giannis. En fait, au Greek Freak, il lui manque juste une performance énorme et vraiment clutch, un peu comme celle de Paul George ou James Harden pour le trophée J'ai rarement vu ça, pour remporter ce trophée sans contestation possible. Un truc plus lourd encore que ses 44 points face à Cleveland. Qui n'a pas marqué 44 points face à Cleveland cette saison? Arrête, il y en a un paquet quand même. Mais en tout cas, ce serait bien qu'Giannis programme un gros truc sur le dernier tiers de la saison. Ce sera peut-être essentiel pour remporter définitivement le trophée Ivan du rêve dans quelques mois. James Harden, Dennis Schroeder, Rudy Gobert, Luka Doncic, Pascal Siakam, Reggie Jackson, Giannis Antetokounmpo. Voilà pour ce qui est des 7 lauréats du jour, voilà pour ce qui est de ce deuxième opus des Awards. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Lors de mon top 6 des joueurs jamais All-Star, je vous demandais dans quel club Rudy Gobert avait fait ses débuts professionnels. Et ce qui était intéressant dans ce quiz, c'est que notre partenaire Basket Le Mag offrait 2 abonnements découvertes de 3 mois aux 2 abonnés qui avaient la bonne réponse et qui étaient tirés au sort. Alors désolé pour ceux qui ont cru que je parlais seulement de NBA dans la question et qui ont répondu le jazz. Et ouais, j'avais clairement demandé ses débuts professionnels. Et son premier contrat pro, il l'a signé en France, à Cholet. Il y a eu beaucoup de bonnes réponses quand même. Ouais, quasiment 150, mais quelques erreurs aussi. Et donc parmi les bonnes réponses, les 2 abonnés qui ont eu la chance d'être tirés au sort sont AU et Waita03. Contactez-moi en commentaire que je vous explique la démarche à suivre pour recevoir vos abonnements. Pour les autres, je vous conseille vraiment de vous procurer ce numéro qui parle de Rudy Gobert là. J'ai découvert le magazine à l'occasion et franchement, il y a plein de reportages très cool sur le basket NBA ou le basket FIBA. Restez à l'affût en tout cas parce que ça se peut bien que je fasse gagner d'autres abonnements dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à Basket Le Mag. Bravo à tous en tout cas, je vous remercie de vos participations nombreuses, de votre soutien et de votre fidélité. Alors parlez de la chaîne à vos potes, commentez, likez, faites des vues sur ces awards. N'hésitez pas non plus à me poser des questions en commentaire car il y a de grandes chances que je ressorte le chapeau bientôt. Elle est prévue pour quand la prochaine vidéo? Je sais pas trop, je pars à New York pendant 10 jours là et j'y serai sûrement déjà lors de la publication de ces awards. Je verrai ce que je peux faire de là-bas. Je vous promets rien encore, je sais pas trop ce que je vais faire parce que les 2 tomes du vlog en Californie n'ont pas vraiment fonctionné. Alors on va voir, je vais peut-être arrêter les hors-séries, mais si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon je peux aussi faire une émission classique que je ferai dans un autre décor. Donc ouais, rien de figé encore, mais je ferai de mon mieux pour produire un truc cool. Pour pas manquer ça, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne Sidiama. Et activez la cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver un défi en mode qui veut gagner des millions sur Michael Jordan. Et franchement, un grand bravo à ceux qui arriveront au bout des 15 questions du premier coup. Je lui ferai mettre le lien dans la description. Mais si vous y arrivez à ce jeu, je veux bien que vous vous fassiez connaître. Et puis évidemment, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous continuiez à me mettre des petits pouces bleus pour soutenir votre rubrique et promouvoir la chaîne. A très vite.